Bonjour, bienvenue à la conférence du CITEM sur le thème Musée et transition écologique, regard croisé entre la France et le Québec. Je suis Pierre-Yves Lochon, fondateur et administrateur du Club Innovation et Culture. Cette rencontre est co-organisée par le CLIC et la Société des musées du Québec. Et nous allons vous proposer un regard croisé entre la France et le Québec sur la manière dont les musées répondent aux enjeux de la transition écologique. Les représentants d'institutions muséales, Borealis Trois-Rivières, Musée McCord Stewart Montréal, Musée de Strasbourg, Paris Musée, vont vous présenter des initiatives écologiques concrètes et les deux organisations représentatives, ICOM France et SMQ, partageront avec vous leurs projets collaboratifs respectifs, si nécessaire, pour favoriser le passage à l'action. J'aimerais remercier nos éminents intervenantes et intervenants. Julie Bertrand, directrice des expositions et des publications de Paris Musée. Émilie Girard, directrice des musées de Strasbourg et présidente d'ICOM France. Romain Nombret, directeur du musée Borealis à Trois-Rivières, vice-président de la Société des musées du Québec. Caroline Truchon, chargée de projet principal aux expositions et co-responsable du développement durable au musée McCord Stewart de Montréal. J'ai annoncé les speakers par ordre alphabétique. Et Stéphane Chagnon, directeur général de la Société des musées du Québec, à qui je vais tout de suite donner la parole. Merci Pierre-Yves. Vous m'entendez bien? Moi aussi. Parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un réel plaisir d'être parmi vous au CITEM encore cette année pour échanger avec les professionnels de musées et de réseaux sur les enjeux qui interpellent le secteur muséal et patrimonial. Je tiens à remercier les membres de l'équipe organisatrice du CITEM, CLIC France et tous leurs partenaires. Alors, gardiens des patrimoines culturels et naturels, les musées jouent de facto un rôle crucial dans la construction collective d'un avenir désirable, équitable et durable. Bien que les ressources soient limitées, ils n'hésitent pas à déployer des programmes engagés à destination des publics qui démontrent leur capacité d'innovation et en font des acteurs clés de la transition écologique. Pour accompagner ses membres dans la transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, la SMQ, Société des musées du Québec, n'hésite pas à se questionner et à mettre en œuvre différents chantiers. Alors, au fil des ans, elle a mis la question environnementale et les enjeux sociaux au cœur de ses actions qu'elle organise dès 2008 un colloque, oui, en 2008, ayant pour thème Musée et développement durable. En 2012, réunis en Assemblée générale, les membres de la SMQ adoptaient une charte Musée et développement durable qui vise à renforcer l'engagement des institutions à cet égard. Alors, pour accompagner ces membres dans ce monde en constante transformation, la SMQ offre aux professionnels des 400 musées du Québec un vaste programme comprenant activités de formation, cohortes de co-développement, accompagnement muséal personnalisé, webinaire, de la donnée stratégique via des études et des enquêtes, et bien entendu un colloque thématique annuel. Alors l'année dernière, en faisant de la transition écologique un enjeu transversal de son plan stratégique 2024-2027, la SMQ prenait un engagement historique afin de répondre de manière plus percutante aux défis actuels qui nous concernent tous et toutes. À l'heure des crises qui se multiplient sur la planète, toutes les sphères de la société, le soin que nous portons à l'humain, aux collectivités et à l'environnement apparaît comme l'unique voie d'avenir. Alors, bon échange, bon CITEM et au plaisir de vous entendre. Merci Stéphane. Alors, je vais profiter du fait que vous soyez tous là et avant que vous partiez déjeuner rapidement à la fin de cette rencontre, la SMQ a un stand et oui, tu as oublié, qui est tout près. Et le stand accueille une délégation d'entreprises du Québec, 8 entreprises, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à aller rendre visite à nos cousins du Québec sur ce stand. Et ce soir à 18h30, nous vous invitons à un cocktail qui est maintenant une tradition, puisque vous aurez la chance de déguster uniquement des alcools du Québec, apportés généreusement par nos amis du Québec. Voilà, 18h30 sur le stand du Québec.
Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a à peu près 1 heure ensemble. Ce que je vous propose, c'est d'abord d'écouter les institutions muséales qui vont nous dire un peu la manière dont ils traitent de la question écologique. Ensuite, nous donnerons la parole aux organisations représentatives des musées en France et au Québec pour écouter aussi leur vision de ce sujet si important aujourd'hui. Et les 10 dernières minutes, nous les garderons pour vous, pour vos questions. Donc vous gardez vos questions pour la fin de la rencontre. Et je vous propose de commencer tout de suite en interrogeant les musées qui sont avec nous aujourd'hui, les 4 musées, pour très rapidement nous dire comment la question écologique aujourd'hui, dans leurs musées respectifs, fait l'objet d'une organisation ou d'une réorganisation ou d'une structuration en interne pour traiter cette question. Et je voudrais commencer par poser la question à Caroline Truchon, puisqu'elle est co-responsable du développement durable. Donc c'est un début d'organisation, d'avoir une co-responsable du développement durable. Alors au-delà de ton titre, comment avez-vous organisé ce sujet, cette problématique au sein du musée de Montréal ? Oui, parfait. Bonjour. Donc, nous, en fait, on a une politique de développement durable au musée depuis 2012, mais dans les faits, le développement durable est réellement intégré, je dirais, depuis 2022. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est des questions qui font partie de notre planification stratégique 2022-2027. Donc, la transition écologique est un des 4 axes qu'on traite et qu'on veut vraiment décliner de manière transversale au musée. Donc, on a un plan de développement durable avec un plan d'action sur 5 ans, donc qui suit la planification stratégique. Et on a 3 grands axes, donc la gouvernance responsable, la responsabilité sociale et culturelle et l'éco-responsabilité. Puis, bon, évidemment, on a des actions qui sont déclinées dans chacun de ces grands axes-là. Et pour pouvoir s'assurer qu'on avance, que les actions prennent forme, on a en place un comité de développement durable chapeauté par 2 co-responsables, donc moi et Martine Couillard qui est ici. Et donc, c'est vraiment important pour suivre les actions. Et on a un comité de développement durable qui est important de le dire, il est représentatif, c'est-à-dire que chacun des services du musée doit avoir un responsable qui siège au comité. Et donc, chacune de ces personnes-là peuvent être responsables dans leur propre service. Et je le mentionne, c'est important parce que sinon, quand ça part juste d'en bas, ça fonctionne moins bien. On a une direction générale qui est pleinement engagée dans le développement durable. Donc ça, c'est vraiment super important pour s'assurer qu'on fait des avancées qui sont réelles. Je m'arrête là. Merci. On va rester au Québec et je vais poser la même question sur l'organisation de la politique de développement durable pour Borealis. Alors bonjour. J'ai envie de dire tout comme Caroline, mais avec quelques petites variantes. Avant d'adopter une politique de développement durable après la pandémie, on utilisait d'abord celle de la municipalité de la ville de Trois-Rivières parce qu'on est un organisme paramunicipal. Et cette politique avait comme particularité d'intégrer la culture comme 4e pilier, en plus donc des piliers économiques d'impact social et environnemental. Donc depuis la pandémie, on a adopté une politique de développement durable qui est actuellement en révision. Et malgré mes nombreuses interventions pour faire changer son titre vers la transition socio-écologique, actuellement le vocabulaire est bien implanté dans les équipes. Donc le développement durable perdure pour le moment. On a aussi un groupe de travail qui se penche sur la portion opérationnelle pour réaliser les actions qui sont dans cette politique, dans ce plan d'action de cette politique, et qui est aussi transversal dans l'organisation, à ce point qu'on intègre aussi les employés de première ligne, donc les personnes qui s'occupent de l'accueil ou de la médiation, pour que cette vision-là soit transmise aussi à nos visiteurs. Et pour terminer,
On a fait aussi de la transition un principe directeur de notre planification stratégique, de notre plan stratégique sur 3 ans. Et le but, encore une fois, c'est de pérenniser la base pour teinter toutes les décisions de l'organisation d'un point de vue stratégique et que ça puisse ensuite se traduire par des résultats opérationnels donc pour les visiteurs et puis pour donc toutes les personnes qui gravitent autour du musée. Donc ce serait ça pour moi. Merci Romain. On va passer à Paris et Paris Musée, qui je crois a recruté un energy manager. J'étais un peu troublé par le titre. Est-ce que Julie Bertrand, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu au-delà de cet energy manager comment vous avez réorganisé donc la structure Paris Musée pour ceux qui ne le connaissent, qui ne le sauraient pas. C'est les 14 musées de la ville de Paris. Exactement. Paris Musée, donc c'est la structure qui regroupe les 14 sites de la ville de Paris, de la ville de Paris, sites et musées, et des réserves, des ateliers également, et donc une direction. Tout ça évidemment sous la tutelle de la ville de Paris. Donc tout ce qu'on a voulu mettre en place autour des enjeux écologiques et de la transition écologique, c'était évidemment porté par la mairie de Paris. Et c'est ça qui a aussi facilité pour Paris Musée la mise en place des enjeux et la politique forte qu'on a souhaité mettre en place. Donc à partir de 2022, on a créé un poste, une responsable RSO développement durable, et dans chaque site et musée, donc dans ces 14 sites musées, on a à chaque fois un référent. Et évidemment aussi, l'ensemble des directions du siège ont un référent. Donc tous ces référents sont autour de notre responsable, développement durable, pour mettre en place un plan d'action qui est 23-26 pour le moment. Et donc le premier axe principal, c'est donc réduire l'impact environnemental de l'ensemble de nos activités. Donc évidemment la diminution des émissions de gaz à effet de serre, la préservation des ressources naturelles, la protection de la biodiversité, la revalorisation de nos déchets. L'axe 2, c'est mutualiser. Avec la force du réseau, c'est une des forces de notre établissement, quelque part, de l'avoir mis en place assez rapidement, même dès la création de l'établissement public en 2013. C'est jusqu'après, avec cette politique mise en place, ça a facilité évidemment l'organisation. Et ensuite, l'axe 3, c'est être acteur du changement en s'engageant, en participant à la transformation, en informant, en formant nos équipes. Voilà, donc ça, c'est les 3 grands axes de notre politique. Et ensuite, pour répondre à la question sur l'energy manager, dans certains musées, on a un energy manager qu'on embauche en gros pour réfléchir à donc c'est une prestation de service c'est une personne qui va réfléchir avec nous à diminuer la consommation énergétique de certains de nos musées. Voilà, donc par exemple le Petit Palais, c'est vraiment quelque chose où comment mieux utiliser le climat et le fonctionnement avec les mainteneurs, etc. Et comment réussir à avoir le bon climat demandé par les conservateurs tout en consommant moins d'énergie. Voilà, donc cet Energy Manager, il nous sert à optimiser et être plus vertueux. C'est une pièce du dispositif. C'est une pièce du puzzle. Puzzle. On va passer des musées de la ville de Paris aux musées de la ville et de la métropole de Strasbourg, représentés par Émilie Girard, directrice des musées de Strasbourg. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors à Strasbourg, on est en train de construire justement une espèce de projet de service ou de plan stratégique à l'échelle des 11 établissements que comptent les musées de la ville, dans laquelle le tournant écologique a une place très importante. Alors, peut-être pour redonner quelques éléments de contexte un peu globaux, il se trouve que la ville a une politique très ancrée autour de la transition écologique, qui est un des projets phares, un des piliers du mandat, de cette mandature. Et la direction de la culture a décidé de former l'ensemble des acteurs culturels à cette problématique, à cette prise de conscience des enjeux écologiques. Donc, quand je suis arrivée au sein des musées de la ville de Strasbourg il y a un peu
plus d'1 an, il y a une classe climat qui a été mise en place en partenariat avec les augures pour former l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs de la ville à cette problématique. Et des groupes de travail pour les acteurs institutionnels ont été proposés sur ce qui s'appelle dans le jargon de la ville les POT, les pôles organisationnels pour la transition écologique, avec des groupes de travail pour chaque structure et donc un POT spécifique pour les musées qu'on a repris à notre compte dans le cadre de la préparation du projet de service pour essayer de définir des objectifs et des actions communes qui vont structurer notre action sur les 3 à 5 ans qui viennent. Donc on en est là, on est sur la phase de rédaction, on a des groupes de travail internes qui ont été mis en œuvre à la toute fin de l'année et donc sur ce projet de service, il y a 4 axes stratégiques, dont un axe dédié spécifiquement à la question du tournant écologique. Et on est en train de compiler un certain nombre de données d'action qui figureront dans une sorte de, je ne sais pas comment le dire, en méga PSC ou un plan stratégique à l'échelle des 11 musées et qui vont nous servir de fil conducteur qu'on va décliner en actions spécifiques pour mener à bien l'action des musées. On n'est pas encore en train de réfléchir, on est en train de réfléchir plutôt parallèlement à l'organisation de tout ça, c'est-à-dire est-ce qu'il nous faut un référent ou est-ce que c'est une compétence qui est portée par l'ensemble des services. Je pense qu'on va plutôt se diriger vers cela avec une coordination au niveau de la direction des musées. Mais voilà, c'est un exercice qui est en route. Le document n'existe pas, mais il devrait. L'objectif, c'est qu'il soit finalisé à l'été. Donc ça va assez vite. Merci beaucoup, Émilie. On a parlé organisation, on a parlé stratégie globale. On va parler maintenant action concrète. Et je vais demander à chacun des musées ou des groupes de musées de nous donner 1 ou 2 exemples concrets d'actions en faveur de la transition écologique. On va peut-être commencer, on refait un tour. On va recommencer notre tour avec Romain pour le musée Borealis à Trois-Rivières. Je souhaite aborder un thème qui m'est vraiment très cher en matière de transition écologique. Il s'agit des nouveaux récits. Je vais prendre un exemple qui est peut-être un petit peu loin de vous et de votre réalité, mais j'espère qu'il pourra vous inspirer un peu. Dans les dernières années, Borealis a fait le choix d'aborder la question de la transition en se dotant de perspectives nouvelles, en travaillant de concert avec la communauté Atikamekw, qui est l'une des 11 Premières Nations au Québec. Les Premières Nations, c'est les peuples autochtones qui étaient présents sur le territoire avant l'arrivée des colons européens. Donc Borealis se trouve dans la ville de Trois-Rivières au Québec et se situe donc dans le territoire ancestral Atikamekw. Notre nouvelle exposition permanente, donc ouverte en 2024, ainsi que nos projets de diffusion des dernières années, apportent un nouveau narratif qui inclut la perspective des Atikamekw et la met au premier plan, afin de délaisser peu à peu donc un narratif plus traditionnel où l'on met en valeur davantage les accomplissements de notre société occidentale, donc sur un récit peut-être très colonialiste, consumériste de notre environnement. Alors, quelle est-elle cette perspective ? En somme, elle n'a rien de nouveau puisque les premiers peuples au Québec ont toujours eu cette perspective que nous appartenons à un territoire et nous ne le possédons pas. Et je cite un membre de la communauté. Donc, voir la transition écologique par ces lunettes change notre paradigme. Il est alors question d'habiter son territoire, de le vivre, d'y prêter attention pour le connaître et le respecter. Il est question des savoirs oraux transmis des aînés vers les nouvelles générations qui sont perçus comme l'égal des savoirs scientifiques actuels. Il est question d'avoir du temps pour aller en territoire, pour prendre des décisions qui le concernent. Nos gouvernements tentent d'inclure les premiers peuples dans des processus de consultation depuis longtemps, mais souvent donc, on ne laisse pas le temps nécessaire, adéquat pour proposer des mesures de mitigation. Par exemple, lorsqu'on peut parler d'attribution de quotas d'exploitation forestière. Donc, je donne un exemple comme ça. On peut donc dire qu'encore aujourd'hui, malgré les efforts, on passe parfois encore à côté de l'objectif. En termes de nouveaux récits, il est important de reconnaître le passé, les torts causés, pour être capable de les inclure aujourd'hui et changer nos perspectives et surtout nos décisions pour demain. Donc, je vous ai donné un exemple de ce changement de narratif pour Borealis, qui est le musée de l'industrie papetière. Donc, on parle donc évidemment de la foresterie, de l'exploitation forestière. Pour changer nos récits, se doter d'une vision, faire cette transition écologique demande et demandera une introspection en profondeur et une remise en question de nos manières de faire et de penser pour s'imaginer un monde différent. Voilà pour moi.
Caroline, je crois que vous avez le projet que vous avez choisi d'évoquer est un projet qui est lié à votre exposition ou vos expositions. Oui, ben, j'avais envie de parler d'éco-conception. En fait, je me suis questionnée. J'avais envie aussi de parler d'approvisionnement responsable, de notre audit plastique. Donc, on avait beaucoup de chantiers. Mais finalement, je vous parle d'éco-conception. Donc, au musée, on a beaucoup de stratégies d'éco-conception pour diminuer l'impact environnemental et les déchets générés par les expositions, principalement temporaires qu'on fait. Donc, on fait environ 6 à 10 expositions temporaires par année. Donc, on a différentes stratégies, donc le réemploi du matériel existant, la transformation du mobilier, la location, l'approvisionnement responsable. Donc, il y a une tonne de choses qu'on essaie de mettre en place. La plus grande stratégie pour nous, c'est le réemploi. C'est-à-dire qu'on a un inventaire de cimaises, de vitrines, de bancs, de cadres, de matériel audiovisuel. Donc, le stockage se fait sur le site du musée, mais on a aussi une réserve externe pour le reste du mobilier. Et donc, c'est vraiment intégré dans notre façon de procéder. C'est-à-dire que on travaille toujours avec des scénographes et des graphistes externes et on s'assure qu'ils sont bien conscients qu'ils devront travailler avec le matériel existant. Donc, la fabrication de nouveaux éléments est vraiment limitée au maximum. Donc, en 10 ans, j'ai fait peut-être une vingtaine d'expositions. J'ai fait fabriquer 3 vitrines en tout. C'est pour vous dire à quel point on réutilise vraiment ce qu'on a. Et dans les ententes qu'on a fait avec les scénographes, on a ajouté une clause d'éco-conception. Donc, on demande est-ce qu'ils travaillent avec le matériel existant, qu'on favorise la location à l'achat, l'approvisionnement responsable, etc. Donc, il y a différents éléments dans cette clause. Par exemple, je vais vous donner un exemple rapide là, pour une des dernières expositions qui portait sur le photographe Norman Parkinson. On a réutilisé donc toutes les cimaises, toutes les vitrines, les bancs. Donc, on n'a aucun nouvel achat. Donc, c'est vraiment tout ce qui était dans les inventaires du musée. Et pour cette exposition-là, on a décidé d'aller un petit peu plus loin et de communiquer nos pratiques à nos visiteurs. Donc, à la fin de l'exposition, on a ajouté un texte sur l'éco-conception de cette exposition-là qui parlait de nos bons coups, mais on mettait aussi de l'avant nos points faibles. Donc, on a dit, par exemple, que pour tout ce qui est production graphique, donc là, on rencontre plus de problèmes. Donc, c'est difficile de remplacer le fameux vinyle autocollant. Donc, on a mis de l'avant ça et on a fait un appel au public. Donc, si vous avez des solutions, et contactez-nous. Et on avait mis l'adresse développement durable du musée. Donc, vraiment important pour nous. Puis, accompagné du texte, on avait un plan qui montrait vraiment clairement aux visiteurs tout ce qui avait été réemployé dans l'exposition. Et donc, ça, c'est de l'information qu'on retrouve aussi, qu'on va retrouver ici éventuellement sur le site web du musée. Donc, un espèce de bilan de chacune de nos productions d'exposition. Donc, voilà. Merci beaucoup, Caroline. Julie Bertrand de Paris Musée, vous avez aussi choisi de parler de la manière dont l'éco-conception et l'écologie en général est intégrée de plus en plus dans l'activité exposition du réseau des musées de Paris. Tout à fait. Là, en tout cas, en t'écoutant, Caroline, on voit que la France a des efforts à faire encore parce que nous, on n'a pas de lieu de réserve pour stocker nos éléments mobiliers. Alors après, on a 14 sites, donc on arrive à faire tourner. Mais un lieu de réserve, c'est, j'avoue, un peu mon rêve. Donc, je ne sais pas si c'est de la jalousie ou autre, mais en tout cas, c'est bien pratique. Et c'est vraiment un des enjeux qu'on a de trouver une solution pour stocker le matériel à réutiliser, c'est une évidence. Et donc, depuis la création de l'établissement public en 2012, on réutilise les éléments Céno.
Encore une fois, évidemment, avec l'arrivée d'un référent développement durable, on a intensifié cette réutilisation. Quand on n'arrive pas à réutiliser, parce qu'on est moins vertueux aussi, je pense, que vous au Québec, on a parfois quand même des problématiques. Donc on va vers des systèmes de réutilisation, que ça soit avec des agences comme la Réserve des Arts ou Plint. Donc on va donner notre matériel d'une manière ou d'une autre, ou tout simplement le donner via un contrat de donation à des musées qui sont intéressés. Et ça, on prend contact, on a un listing de matériel qu'on propose en don. Voilà, mais donc on n'est pas systématiquement à 100%. Et on communique aussi auprès de nos visiteurs, mais plutôt que sur les points positifs. Donc j'ai bien noté que c'était bien aussi de communiquer sur les points négatifs. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment trouvé de solution sur la signalétique et qu'on a tendance à insister sur les efforts qu'on fait sur la scénographie et sur la réutilisation. Un peu moins sur ce qui ne va pas. Et puis après, juste pour compléter sur le deuxième exemple que j'avais en tête, mais très vite, c'était sur tout ce qui est autour de nos collections, le souhait de valoriser de plus en plus nos collections d'une manière ou d'une autre à travers des expositions qui mettent en valeur nos œuvres, donc parce qu'on a eu une grande donation ou parce qu'on a un artiste dont on a à peu près toutes les œuvres, où on est ayant droit ou autre, ou tout simplement à travers des projets d'exposition, en essayant de regarder dans nos collections comment répondre au projet de l'exposition à travers nos collections. Donc évidemment, quand c'est thématique, c'est un peu plus facile que quand c'est sur un artiste. Si on n'a vraiment aucune œuvre de l'artiste, ça va être compliqué de trouver une solution. Mais voilà, en tout cas, de réfléchir à valoriser plus nos collections et systématiser la réflexion autour de la mise en valeur de nos œuvres d'une manière ou d'une autre, tout en restant très ambitieux sur la programmation qu'on veut proposer aux visiteurs et en essayant de continuer à montrer des artistes du monde entier. Évidemment, hein, l'idée, elle n'est pas de ne présenter plus que nos collections et rien d'autre, mais c'est d'essayer de trouver un entre-deux, et les outils qu'on a mis en place avec le calculateur d'impact carbone ou le questionnaire EcoExpo nous aident aussi dans la conception du projet à se poser les bonnes questions tout au long du projet, en y répondant, en ayant comme des sortes de notes ou de graphes qui nous expliquent où on en est de nos raisonnements autour de ces enjeux essentiels, et d'essayer de bouger un peu les lignes du côté de la conception du projet. Et puis après, sur le calculateur d'impact carbone, c'est pareil, ça nous aide à la fin de l'exposition, se rendre compte si les réflexions qu'on a pu avoir sur l'éco-conception et la réutilisation d'une scénographie, est-ce qu'elle a été complètement aboutie? Est-ce que pour des questions de délai entre deux expositions, au final, on a été moins vertueux que ce qu'on aurait voulu être? Est-ce que la coprod qu'on a mis en place est intéressante parce que justement, elle nous permet de partager les coûts de transport, etc. Enfin voilà, c'est tout ça qui nous aide aussi à essayer d'aller dans les bonnes directions et dans les bonnes réflexions. Merci Julie. Émilie, je disais en vous présentant, vous avez une double casquette, et le projet concret que vous avez choisi d'évoquer est un projet qui est à la fois dans un musée de la ville de Strasbourg, mais qui a une dimension plus globale. Alors, avant peut-être d'en parler, je voulais rebondir sur ce que mes collègues ont dit, parce que pour vous situer tous en fait, on teste tous des choses différentes dans tous ces domaines-là. C'est-à-dire, effectivement, sur la question de l'éco-conception, c'est effectivement, il y a le principe, il y a aussi après les modalités de mise en œuvre avec ces problématiques de place, de stockage que vous évoquiez toutes les deux, qui sont des vraies problématiques. Moi, je rajoute aussi la problématique des ressources humaines pour gérer ces stocks, pour pouvoir en faire des inventaires, pour pouvoir les suivre, pour pouvoir les localiser, pour pouvoir suivre leur état et de savoir si c'est vraiment réutilisable d'une fois sur l'autre. Et ça, c'est une problématique très matérielle, mais qui est réelle. Sur la question de la médiation, des questions de durabilité, là, je voulais rebondir aussi, parce qu'effectivement, c'est de voir comment est-ce que nos institutions sont capables de porter un discours
par les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire ceux de la mise en exposition. Et là, j'attire votre attention sur le fait que les musées de Strasbourg vont réouvrir en fin d'année, à l'automne, le musée zoologique qui a fermé pour 5 ans pour travaux et qui va vraiment être centré autour de la question de la biodiversité. Donc c'est vraiment l'axe qui a été choisi pour en faire un musée citoyen, un musée impliqué sur ces questions avec les moyens qui sont les siens. Et effectivement, il y a ces problématiques qui sont multiples, qui se situent à plusieurs niveaux. Sur la question de la mise en exposition et du recentrage sur les collections permanentes, c'est aussi une piste de travail pour nous, de se dire voilà, comment ne pas essayer de réinventer l'exposition qui a été faite 20 fois dans d'autres grands musées, mais de retravailler avec ce qui fait la spécificité du positionnement des musées par l'histoire de leur collection, par leurs points forts. Donc ça, c'est un autre axe de travail. Et de pouvoir aussi redégager des moyens que traditionnellement on donnait à l'exposition temporaire pour réinvestir les parcours permanents. Ça, c'est quelque chose que je pense assez important. Et donc, parallèlement à tout cela, effectivement, les musées de Strasbourg ont pris le parti de s'intégrer à des projets collaboratifs. Ça nous renverra aussi à une question qu'on posera un tout petit peu plus tard, par le biais de projets qui, comme France, coordonnent, notamment un projet dont j'avais déjà parlé au CITEM l'année passée, qui était tout juste en train de lancer et qui aujourd'hui vraiment est sur les rails, qui s'appelle Prenons le contrôle du climat, où en fait 10 musées français répartis sur le territoire national et représentatifs de la diversité des musées en France, que ce soit sur la typologie des bâtiments de collection, sur leur implantation, etc., vont étudier le comportement climatique de leurs bâtiments, l'histoire et l'état de leur collection, et voir comment on peut peut-être sortir des sacro-saintes règles de la conservation préventive qui ont été établies il y a une trentaine d'années dans un contexte bien différent de celui dans lequel on évolue aujourd'hui, pour voir comment redonner des plages peut-être plus souples, peut-être plus larges, mais qui permettent aussi de garantir la pérennité et la bonne conservation de nos collections, mais en étant moins contraignantes, en étant moins énergivores. Donc ça, c'est le musée Tommy Ungerer, qui donc, en plus a une typologie de collection réputée sensible, de collection sur papier essentiellement, de dessins, de multiples, de carnets de croquis ou d'archives. Et donc l'idée est de pouvoir regarder l'état des collections et tester en temps réel et en conditions réelles des fluctuations ou des plages de conservation plus larges que celles qui sont aujourd'hui la norme. Et on reviendra peut-être sur cette question de la mise en commun, mais elle est évidemment pour ce type de projet absolument indispensable. On va effectivement, on va rester sur le sujet du coup de la mutualisation et de la mise en commun de pratiques ou de projets ou d'outils. Peut-être en revenant sur un sujet que tu voulais évoquer, Romain, qui était l'itinérance des expositions. Donc c'est un sujet déjà évoqué par nos autres intervenants. Oui, très rapidement, moi j'avais ciblé effectivement l'itinérance. Pour moi, c'est une pratique qui est très très intéressante donc, quand on parle de transition écologique, parce que et puis pour créer des partenariats, parce qu'à mon sens, l'itinérance, en tout cas pour Borealis, ça a permis de produire des liens durables avec plusieurs institutions à travers le Québec. Produire une expo, c'est très coûteux et ça a un impact écologique non négligeable, surtout si sa durée de vie est très courte et si on n'a pas d'entrepôt avec d'immobilier. Donc depuis le début, à Borealis, on produit évidemment des expositions temporaires, mais qui sont toujours itinérantes. Elles ont toutes fait une tournée et sont pensées et adaptées au maximum pour différents espaces. Leur durée de vie, elle est d'environ 6 à 7 ans, ce qui peut peut-être paraître long ou court, je ne sais pas en France quelles sont les normes. Et elles visitent au moins 5 lieux à travers le Québec et elles peuvent être jusqu'à 8 ans parce que celle en cours va avoir une durée de vie de 8 ans quand même. Donc pour une expo itinérante, c'est quand même assez long. Et parfois aussi en Ontario, quand ça nous est arrivé aussi d'aller en Ontario. Nous-mêmes, on loue des expositions car on ne peut pas soutenir un rythme de production annuel. J'ai une petite institution muséale. Et pour moi, c'est une forme de partenariat avec certaines institutions qui nous ressemblent dans nos valeurs, dans nos thèmes, et qui fait en sorte que depuis 10 ans, on travaille toujours ensemble. Donc ça nous rassemble. Voilà. Alors les musées peuvent partager des expositions, ils peuvent aussi partager des outils. Et on va peut-être évoquer le projet sur lequel travaille Paris Musée, projet collaboratif autour d'un calculateur d'impact carbone.
Tout à fait. Donc on est lauréat de Soutenir Alternative Verte 2 avec 16 institutions partenaires dont je vais quand même les citer. Le Musée d'art contemporain de Saint-Étienne, la RMN Grand Palais, le Palais des Beaux-Arts de Lille, le Musée d'art de Nantes, le Musée des Beaux-Arts de Rennes, le Musée des Beaux-Arts de Tours, le Palais de Tokyo, le Centre Pompidou, le Musée de la Métropole Rouen, Normandie, enfin les musées, pardon, Muséum d'histoire naturelle, Musée du Quai Branly, Musée d'Orsay de l'Orangerie, Musée des Arts décoratifs, Musée Ingres de Montauban, Musée des Beaux-Arts de Nancy et la Fondation Cartier. Donc ça, c'est les 16 institutions avec qui on est partenaire. Et on est aussi avec deux partenaires économiques, Atemia et Carbon Prod. Et donc avec toute cette équipe, on souhaite mettre en place une plateforme d'éco-conception. Il y a 2 outils dont je vous ai vite parlé tout à l'heure qui sont déjà existants, qu'on doit juste adapter à tout type de musée et de besoins, qui sont donc le calculateur d'impact carbone et le questionnaire Eco-Expo. Donc là, on est en train de travailler avec l'ensemble des partenaires au questionnaire Eco-Expo. Ensuite, on passera au calculateur d'impact carbone pour l'adapter, encore une fois, et qui soit à différentes vitesses aussi, possiblement. Chacun travaille, tout le monde n'a pas en interne, par exemple, la fabrication des catalogues ou autre. Donc, il faut qu'on puisse adapter et répondre à l'ensemble des besoins. D'autres sont beaucoup en production d'œuvres pour de l'art contemporain et d'autres pas du tout. Par exemple, actuellement, nous, cet outil ne calcule pas du tout la production d'œuvres en milieu d'art contemporain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on envisage. Enfin voilà, c'est juste pour montrer que ces outils, ils existent, mais ils ont été pensés pour Paris Musée. Donc il faut les adapter à l'ensemble des institutions qui sont partenaires avec nous, enfin qui ont été pensés avec Atemia pour Paris Musée. Et ensuite, on a le souhait d'y rajouter un diagnostic environnemental selon la méthodologie d'analyse de cycle de vie. Et ça, c'est donc avec Carbon Prod qu'on va le mettre en place. Donc, c'est l'outil qui sera le plus long à finaliser parce qu'il n'existe pas du tout pour le coup. Donc, il y a tout à faire. Donc, les 2 premiers seront prêts sûrement en 26, le dernier en 27. Donc, l'idée, c'est que cette plateforme soit disponible à partir de 2027. Et pourquoi proposer cette plateforme ? C'est que quelque part, en restant dans notre coin, à analyser nos résultats, je pense que c'est le meilleur moyen pour qu'on n'avance pas, parce qu'on tâtonne tous, c'est compliqué, on n'a pas la solution idéale pour s'améliorer, mais tous ensemble, pour le coup, on pourra sûrement mutualiser des efforts, des réflexions et vraiment s'améliorer. Et surtout, on peut comparer des choses comparables parce qu'actuellement, il y a des institutions évidemment qui ont déjà des outils aussi et qui, comme Paris Musée, calculent leur impact. Malgré tout, quand on compare, on ne se comprend pas parce qu'on n'est pas parti sur les mêmes principes de calcul et donc en fait, on arrive très vite à une sorte de conclusion un peu décevante. Enfin, on n'arrive pas à s'entraider pour le moment à travers ces outils. Et l'idée, elle est vraiment d'apprendre à produire autrement et à piloter autrement. Ces outils-là, ils sont faits aussi pour potentiellement avoir des budgets carbone. Et ces budgets carbone, ils nous permettront de programmer. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est déjà peut-être dès 2028, programmer avec du prévisionnel carbone. Et donc ne plus avoir juste ce principe de programmer en regardant évidemment la pertinence de nos expositions qui répondent à l'ensemble de nos axes de nos PSC ou de nos COP en fonction des différentes institutions, mais aussi se rajouter cet enjeu de diminution carbone dans la réflexion et la décision des expositions qu'on choisit pour les prochaines années. Voilà, ça fait partie des pistes. Et puis le cycle de vie, juste pour terminer, c'est vraiment le complément des 2 premiers outils. Parce que les 2 premiers, je vous avais expliqué qu'il y en a un, c'est plus pour tout le suivi de la conception du projet. Le deuxième, c'est pour calculer au final l'impact carbone. Mais le troisième, il est vraiment sur l'ensemble des impacts et non pas seulement le carbone. Donc ça permet aussi de se dire... Ah bah c'est super, j'ai réutilisé ma Simèse, mais j'utilise un produit
affreux pour la planète. Donc en fait, je peux repartir à zéro et réfléchir à comment construire ma Simèse, par exemple. Enfin, voilà. Donc on n'a pas fini. Merci Julie. Alors je vous propose de consacrer les 10 dernières minutes à l'action des deux réseaux qui sont présents avec nous ce matin, ce midi, la Société des musées du Québec et ICOM France, et qu'on évoque un peu la manière dont on peut encore plus mutualiser en étant au niveau d'un réseau national de musées. On va commencer par le Québec, puisque Romain est, comme je le disais tout à l'heure, vice-président de la Société des musées du Québec. Alors, quelles sont les principales actions de mutualisation? Alors, tu en as déjà un petit peu... non, Stéphane en a déjà parlé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu peux rajouter sur l'action écologique de la SMQ? Alors, je change de chapeau, puis Stéphane, tu me compléteras si jamais. Donc, jusqu'ici, la SMQ a travaillé surtout à la mutualisation des connaissances. L'un de ses programmes majeurs en développement professionnel, c'est le développement de cohortes, donc des accompagnements de groupes qui partent d'un besoin exprimé par plusieurs musées sur un sujet en particulier. La SMQ le formalise pour trouver les bonnes personnes expertes pour accompagner le groupe. Elle demande à son réseau si d'autres personnes ont des besoins semblables afin de constituer des groupes, jusqu'à une douzaine d'institutions muséales qui vont ensuite travailler ensemble en co-développement sur le sujet. Donc, elle joue un rôle de facilitatrice et de coordonnatrice pour créer ces réseaux-là. Donc, j'en ai moi-même bénéficié comme directeur d'institution. C'est vraiment une belle réussite. Fin 2024, elle a mis en place aussi un ensemble de références, d'outils, de témoignages, de pratiques exemplaires, en gros une trousse d'outils et de guides destinés à outiller les professionnels dans leurs initiatives et les inciter à passer à l'action. Donc, elle agit comme une courroie de transmission qui, en fait, bénéficie de la force du réseau et auquel elle redonne ce qu'on lui apporte. Et actuellement, donc, la SMQ prépare aussi un sondage sur les besoins, mais surtout les capacités de mutualisation au Québec. C'est un grand thème. Qui pourrait se situer au niveau de la mutualisation du matériel et des équipements, mais aussi dans certaines régions seulement, étant donné les grandes distances au Québec. Ou encore dans le partage de technologies, des ressources humaines, comme les équipes de techniciens en muséo, les communications, les connaissances numériques, etc., etc. On est dans les balbutiements, mais la mutualisation, c'est une avenue que l'ensemble des musées veulent emprunter, on le ressent. Et on va les aider donc à trouver la destination et par des initiatives variées. Donc pour la SMQ, Stéphane, ça va? C'est bon? Il a bien répondu. Très bien. Merci. Alors j'ai oublié de donner la parole tout à l'heure à Caroline sur un projet, je crois, mutualisé au Québec. Alors peut-être qu'on peut, juste en quelques mots, dire quelque chose sur le projet Muséco, parce que Caroline, tu es membre du comité organisateur de Muséco, qui est une communauté de pratique en éco-conception des expositions. Oui, Muséco, fondé en 2022, donc une communauté de pratique, comme tu le disais, qui est dédiée à l'éco-conception pour le milieu muséal québécois. Donc, ça se veut une communauté de soutien pour les initiatives d'éco-conception, un espace d'échange aussi pour les professionnels qui veulent échanger, partager, découvrir des nouvelles pratiques. Donc, ça nous permet un espace aussi de réseautage. Donc, beaucoup de gens qui font face à certaines problématiques. Donc, c'est vraiment, on se rend compte qu'en parlant des petites découvertes qu'on fait, en parlant des solutions qu'on a trouvées, bien, ça aide finalement tout le milieu. Donc, on offre une série de conférences, un cycle de conférences annuellement sur différentes thématiques. Donc, il y a des musées, mais il y a aussi des consultants. Donc, on invite des scénographes, des graphistes, parce qu'on pense vraiment que c'est en se concertant tout le monde. Donc, l'éco-conception, c'est pas uniquement l'affaire d'une personne, c'est pas nécessairement juste l'affaire du chargé de projet ou du commissaire. Donc, c'est vraiment tout le monde qui doivent mettre les efforts puis travailler dans le même sens. Donc, je pense que c'est un réseau qui permet de sensibiliser, d'influencer positivement, à prendre part au mouvement puis à se donner des outils pour le faire. Donc, petite publicité. On est sur LinkedIn, Muséco. Donc, il y a déjà des membres français. Ah, c'est ce que je voulais te poser comme question. C'est pas qu'un réseau québécois? Non, bien, en fait, tous ceux qui ont des solutions ou qui ont envie de partager certaines difficultés, non, c'est ouvert à tous. Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup.
ICOM France, on va passer par ICOM France. Alors, je crois que du côté du réseau français, vous avez parmi tous les sujets de réflexion sur ces problématiques écologiques, vous posez beaucoup de questions sur le référentiel carbone, sur les normes, je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, vous posez aussi des questions sur les normes de conservation. En fait, je crois qu'effectivement, mais c'est un peu tout ce qu'on est en train de se dire tous autour de cette non-table ronde ici, c'est qu'en fait, la mise en commun, elle est essentielle dans tout ce qu'on fait, parce que je pense qu'on a beaucoup individuellement pris des initiatives. Franchement, ça fait, je veux dire, la question du développement durable, de la transition écologique dans les musées, elle n'est pas neuve, mais ça a été très individualisé pendant longtemps. Et avec ICOM France, on a vraiment senti un tournant avec le moment du Covid, où je crois qu'on s'est tous un peu posés, où on s'est dit c'est peut-être le temps de se mettre autour d'une table réelle ou virtuelle et de comparer ce qu'on a essayé de faire, de le mettre en commun pour que ça puisse profiter au plus grand nombre. Et avec ICOM France, on s'est vraiment positionné avec envie et volonté sur ce créneau-là, en disant dans un premier temps, en mettant en place un groupe de travail sur la transition écologique pour faire remonter, mettre en commun cette initiative, et puis pour essayer depuis 2 ans maintenant de structurer des projets communs. Effectivement, il y a le projet Prenons le contrôle du climat que j'ai rapidement évoqué à travers l'exemple du musée Tommy Ungerer, qui est aussi lauréat de l'appel à projet Alternatives vertes, comme le projet porté par Paris Musée, et qui a vocation vraiment à accompagner le changement sur ces questions de normes de conservation. Parallèlement, on a mis en place, en partenariat avec le ministère de la Culture, un autre projet collaboratif qui réunit cette fois 15 musées, là aussi diversement implantés sur le territoire, avec des différentes typologies de collections, des différentes typologies de bâtiments, pour mettre en place un référentiel carbone. C'est-à-dire que ces 15 musées sont accompagnés par un prestataire qui va faire un bilan carbone avec les mêmes outils, avec les mêmes normes, avec les mêmes codes, à l'échelle de ces 15 établissements, et définir à partir de cela des familles de musées comparables, avec des plans d'action permettant de décarboner son action. Et ces résultats sont évidemment partageables et réplicables, parce que ça aussi, je pense que c'est un enjeu important. Et on aura à terme sur le site d'ICOM France un outil d'auto-évaluation qui vous permettra à chacun de vous dire, voilà, grosso modo, je remplis une espèce de calculette qui remplacera jamais un bilan carbone fin, mais qui vous permettra de vous situer dans une famille de musées, de vous dire, voilà, ma marge d'action principale, elle est sur tel ou sur tel critère. Et je pense qu'on est vraiment là aujourd'hui dans un accompagnement à la conduite du changement qu'on a voulu nous souligner avec ICOM France, en intégrant dans notre équipe une chercheuse en contrat doctoral, en contrat CIFRE, qui nous accompagne, qui nous aide sur la coordination de ces projets, mais qui aussi peut avoir ce recul et finalement à la fois documenter et étudier ce changement en train de se faire, de manière à ce que nos structures associatives soient aussi des aides et des outils d'analyse sur les pratiques métiers et aussi sur la philosophie, sur le changement, sur la dynamique à l'œuvre. Donc c'est vraiment sur ces 2 dimensions à la fois très pratiques métiers, mais aussi un peu réflexives qu'on se positionne aujourd'hui avec ICOM France. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la manière dont, je crois, ICOM France décline le programme de Qui-Culture Alors ça, c'est le projet Prenons le contrôle du climat, effectivement. Donc on travaille avec Qui-Culture, où il y a différentes phases dans le projet. Là, on est dans la phase de recueil des données, c'est-à-dire que chaque musée, chacun des 10 musées partenaires est accompagné par 2 formateurs. Un formateur plutôt spécialisé sur les questions de gestion bâtimentaire, gestion climatique, et un formateur plutôt spécialisé sur les questions de conservation préventive. Donc ces musées sont accompagnés, ils sont formés, il y a un point qui est fait sur l'état des collections. Et puis avec les équipes du musée, les formateurs et puis un pool d'experts qui a été réuni autour d'ICOM France les accompagnent pour choisir un espace test dans le musée, qui peut être un espace de réserve, qui peut être un espace d'exposition, dans lequel on va placer des capteurs qui vont permettre d'enregistrer assez finement les données climatiques et de les faire évoluer et de mesurer l'impact que ça a réellement sur les collections pour, in fine, voir comment est-ce qu'on peut s'autoriser ou pas des marges, et en essayant, et je dis essayer parce qu'on se heurte aussi à un certain nombre de difficultés, de mesurer ce que ça engendre en termes d'économie énergétique. Je reviens sur ces difficultés parce que je pense que c'est important d'en parler, parce qu'on se rend compte que dans beaucoup d'établissements, pour ne pas dire dans tous, on est un peu en difficulté pour isoler la consommation énergétique spécifiquement dédiée ou utilisée par les installations climatiques, par exemple.
Donc, on voudrait pouvoir se dire, c'est super parce qu'au bout de l'expérimentation, on a baissé de 80% notre consommation énergétique. Mais pour ça, il faut être capable de l'avoir évalué avant, de pouvoir l'évaluer après. Donc, on se rend compte au fur et à mesure du projet qu'on ramifie, on raffine, on essaye d'améliorer les choses pour pouvoir avoir ces données objectivables. Mais au-delà des données objectives, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que ce projet-là, même si peut-être, et je ne sais pas où on en sera dans un an ou dans 18 mois, on n'est pas arrivé à quantifier les économies, à quantifier les données précisément, on se sera aperçu quand même qu'il y a un énorme changement de paradigme qui aura eu lieu dans la manière d'envisager la conservation de nos collections. Et c'est aussi cette donnée-là, moi, qui me semble que peut-être quand on a lancé le projet, on n'avait pas assez formalisé ou assez objectivé, mais qui me semble aussi fondamentale finalement que la donnée mesurable énergétique, c'est-à-dire de se dire d'où on est parti, comment on a fait bouger ou contribuer à faire évoluer les mentalités et les pratiques professionnelles et ce à quoi on arrive. Alors, j'avais promis qu'on allait vous donner 10 minutes, consacrer 10 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. On est un tout petit peu en retard. Je voudrais juste pour terminer faire un dernier tour de piste en vous posant une question. Alors, Caroline a tendu une perche tout à l'heure en disant que le réseau qu'elle anime était ouvert aussi aux Français. Donc, la dernière question que je voudrais vous poser avec une réponse courte, s'il vous plaît, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus en matière de coopération entre la France et le Québec pour déployer ces initiatives et ces outils autour de l'écologie et de l'environnement. J'en avais toute une liste, mais je vais en prendre un qui est plus probant et qu'on a déjà réalisé, qui pourrait se reproduire à l'avenir. On vient d'avoir une collaboration vraiment enrichissante le mois dernier. C'est l'école d'hiver, qui est une initiative France-Québec qui vise à construire des activités de développement professionnel avec un comité de professeurs universitaires, des chercheurs et des représentants. Donc on a eu des représentants du CNAM en France et donc de la SMQ et donc des professeurs-chercheurs dans l'université au Québec. Et on s'est réunis autour donc, de plusieurs thèmes comme la décolonisation, les nouveaux récits, la gestion bienveillante, donc pour échanger entre les visions, les savoir-faire, dans l'optique de produire du matériel pédagogique, de ne pas travailler en silo et qui pourrait servir donc des deux côtés de l'océan, autant pour la formation universitaire que pour la formation professionnelle. Alors j'étais présent, puis c'était extrêmement porteur et très intéressant les échanges. Voilà un bel exemple. Donc, méthodologie qui pourrait être ouverte aussi dans le cadre de partenariat avec la France. Émilie ou Julie, ou les deux Très vite, là aussi, le projet Prenons le contrôle du climat, il aura un intérêt parce qu'il aura été mené en France, mais parallèlement, ce projet, il est implémenté. D'abord, il a été mis en place auprès de l'association danoise des musées. Et il est en cours de mise en place ailleurs. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à faire qu'il se multiplie partout dans le monde, parce que de là va découler aussi la possibilité ou pas qu'on continue à avoir des prix internationaux, par exemple. Parce que ces normes de conservation, c'est bien si on les change à l'échelle nationale, mais elles ont besoin d'évoluer à l'échelle internationale aussi. Et je pense que c'est en multipliant les initiatives comme ça un peu partout sur le globe et en échangeant et en communiquant sur ce qu'on fait qu'on pourra faire avancer les choses sur ce terrain-là. Moi, j'avais un peu la même réponse. La plateforme éco-conception des expos, ça serait intéressant de la proposer à l'ensemble des musées francophones, même si après, il faudrait qu'elle soit proposée à l'ensemble des musées tout court. Pour ça, il y a quand même des petites choses autour de la réglementation et enfin voilà. Mais bon, ça se regarde et je pense que ça serait très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions? Ah, merci. Vous pouvez peut-être dire quelle institution ou entreprise vous représentez, s'il vous plaît. Il fonctionne là, mais je me représente moi-même. Voilà. Éventuellement quelques scénographes dans l'Assemblée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était par rapport à l'évaluation énergétique
plus poussé et éventuellement l'impact que ça aura ou que ça doit nécessairement avoir sur les conditions de conservation des œuvres, etc. Comment est-ce qu'on arrive à approfondir la recherche et la connaissance et à faire évoluer les conditions de conservation et la dimension climatique et énergétique des musées, sachant qu'en parallèle, il y a un enjeu énorme et qui vient perturber tout ça, qui est le réchauffement climatique, qu'on a du mal à mesurer et à anticiper précisément. Bon. Je crois que la question s'adresse à Émilie. Si j'avais les réponses, ce serait formidable. Non, mais je crois qu'on est un peu face à un mur. Enfin, moi, je suis assez persuadée qu'on ne peut pas continuer à dire ne changeons rien au contrôle du climat tel qu'il a été établi, comme je le disais, il y a une trentaine d'années, parce que c'est les seules conditions qui nous permettent de conserver les collections, parce que si on continue à ce rythme-là, qu'on ne fait rien, tous à notre échelle, je ne parle évidemment pas que des musées, si dans 150 ans on est tous morts, on aura très bien conservé nos collections, bah, la belle affaire. Bon, voilà, je suis désolée, je suis un peu jusqu'au boutiste sur cette question-là, mais je pense qu'on est aujourd'hui obligé de changer la donne et de se dire bah, peut-être qu'on va faire moins parfait, mais on va faire pour pouvoir contribuer à éviter que ce changement climatique nous pousse tous à la catastrophe collectivement si on y arrive. Donc, ce projet Prenons le contrôle du climat, il a une dimension un peu expérimentale parce que l'idée... Enfin, moi, je suis dans un réseau de musées, les musées de Strasbourg, je rechange de casquette, où je vous mentirais si je vous disais qu'on applique depuis toujours des normes de conservation hyper strictes pour la seule et bonne raison que, par exemple, si on prend le Palais Rohan, il n'y a pas de contrôle climatique. Donc, de facto, ces normes, on ne les applique pas. Ça engendre des dégradations sur les collections depuis des années. Pour autant, il y en a certaines qui se sont habituées à cet environnement très changeant. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive aussi à objectiver ça, à se dire, voilà, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et dans l'acceptable, il n'y a peut-être pas que les 19, 21 degrés et 50%, enfin 45, 50% d'hygrométrie relative. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a besoin collectivement de se réinterroger là-dessus et de se dire si on n'est pas parfait, c'est pas grave, mais comment arriver à réguler autrement, c'est-à-dire à s'autoriser des plages plus larges qui pour autant conviennent à la conservation des collections et comment peut-être focaliser l'attention d'un climat beaucoup plus stable, beaucoup plus précisément mesuré sur les œuvres qui le requièrent. C'est-à-dire sortir en fait de on va faire parfait pour tout et peut-être davantage penser spécifique quand cela le mérite. Alors, ce que je vous dis, c'est une réflexion qui débute tout juste, et je pense que ce projet, Prenons le contrôle du climat, il est là aussi pour nous bouger un peu dans nos habitudes et de se dire, ben, essayons de sortir de notre mode de pensée dans lequel on a été, j'allais dire élevé, mais c'est presque ça en tant que professionnel de musée, et de voir comment on peut faire bouger le curseur. Romain ou Caroline, vous voulez rajouter quelque chose à la... Ben, en fait, de manière très courte, c'est changer ces récits-là à l'intérieur même des organisations. C'est difficile parce que, tu viens de le dire, on est formé d'une certaine manière, mais il faut aussi s'attarder à changer nous-mêmes dans nos propres équipes. C'est la première étape pour atteindre le visiteur ensuite. Changer les pratiques, changer les manières de faire. S'imaginer quelque chose, un changement de paradigme, c'est pas si évident que ça. Ça requiert beaucoup d'efforts. Donc, c'est juste pour compléter, Caroline. Bien, ça me faisait juste réfléchir au fait qu'il faut avancer quand même tous en même temps là-dedans. Donc, l'idée d'avoir, de partager, d'avoir ces espaces-là où on peut communiquer la recherche qui est faite, les expériences qui sont faites, c'est essentiel parce qu'après, on finit toujours par travailler quand même les uns avec les autres dans le cadre d'expositions itinérantes, justement. Donc, si on travaille avec une institution haute qui exige des standards puis qu'on ne les a pas, bien, on est un peu coincé. Donc, il y a avec nos équipes à l'interne, mais il y a aussi avec nos partenaires. Donc, je voulais juste dire, c'est ça, l'important d'avancer tout le monde ensemble. Voilà. Allez-y. Je m'appelle Cyrine Manstry, je travaille au Cosmodome à Laval, au Québec. Puis, ma question serait pour les mutualisations. Nous, on a vécu avec le musée Armand Frappier récemment une mutualisation. Fait quelles sont les meilleures pratiques pour arrimer les projets ou en éco-conception aussi? Qu'est-ce qui pourrait être fait dans le contexte d'une mutualisation?
Alors, comme je disais, on est vraiment au début de la réflexion. Moi, j'ai vu des exemples de mutualisation dans des départements de communication de musées parce que souvent, il y a un manque de main-d'œuvre, en tout cas au Québec, dans ce secteur-là. J'ai vu 3 institutions muséales se jumeler avec une ressource. Évidemment, c'est difficile, tout le monde veut tirer un peu plus sur la ressource que les autres, alors ça crée des déséquilibres, mais actuellement, il n'y a pas énormément, moins que je me trompe, d'exemples probants et à plus grande échelle, mais c'est au début, donc il faut l'inventer, il faut le réfléchir. Là. Caroline, je ne sais pas si tu as... Bien, il y a quelques projets de mutualisation en France puis au Québec. Je connais davantage ceux-là au Québec. Il y a des régions, parce que en fait, la mutualisation, ça se passe beaucoup par région aussi, parce que sur une longue distance, ça peut être compliqué de transporter le matériel. Donc, Romain faisait davantage référence à la mutualisation de ressources humaines, mais il y a aussi toute la mutualisation de ressources matérielles. Nous, au musée, on se fait beaucoup demander si on mutualise. En fait, les gens n'ont pas vraiment de matériel à nous offrir, mais ils voudraient bien nous emprunter notre stock. On ne le fait pas encore. Donc, il y a des projets. Il y a Écocéno au Québec, qui est plus dans le milieu du théâtre. Donc, il y a 4 théâtres qui se sont regroupés ensemble et qui ont maintenant un inventaire commun et ils mutualisent comme ça. Mais il y a beaucoup d'éléments à penser avant de commencer la mutualisation, ne serait-ce que, est-ce qu'il y a des assurances qui sont liées au transport? Est-ce qu'il y a des ententes de prêt? Est-ce qu'on le fait par région? Quelle plateforme on va utiliser? Est-ce qu'on a un entrepôt conjoint? Donc là, il faut payer des frais. Le transport, comment ça se passe? Est-ce que c'est une plateforme numérique dans laquelle on affiche ce qu'on a à prêter? Est-ce qu'on loue? Est-ce qu'on prête uniquement? Donc, ça fait beaucoup de questions à se poser. Puis c'est pour ça aussi, je pense que la SMQ prépare un sondage pour voir si les membres sont prêts à payer, est-ce qu'ils ont des choses à mettre en mutualisation et comment ça pourrait prendre forme. Mais c'est ça. Donc, il y a quelques initiatives comme ça, dans Charlevoix notamment, aussi au Québec. Voilà. Peut-être juste pour compléter, pour mutualiser, il faudrait construire tous de la même manière. Ce n'est pas le cas. Donc je pense que ce serait déjà ça la première étape. C'est vraiment, on se dise tous, nos CIMES, on les fait avec les échelles de telle manière et c'est avec du médium ou c'est justement surtout pas avec du médium. Enfin bref, mais que tout le monde construise de la même manière et avec les mêmes normes de sécurité et autres. Donc c'est vrai que là c'est pareil. Les pays n'ont pas tous les mêmes normes. Donc bon, enfin mais ce serait hyper intéressant. Ça permettrait vraiment quand une expo itinéraire, que toute sa scénographie puisse se balader. C'est vraiment penser tout en format kit, mais tous de la même manière. Donc c'est un beau chantier. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour, Aude Miseré du Musée de l'air et de l'espace. Je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives sur le recueil de données climatiques essentiellement dans les musées actuels, mais qu'en est-il des nouvelles constructions? Est-ce que justement en termes de réserve ou même de halls ou de nouveaux musées qui ouvrent, est-ce qu'on justement on a un petit peu de données sur ces données, voilà, sur ces matériaux de construction ou sur tout ce qui peut être mis en place justement pour réduire cet impact. Merci. Émilie, vous avez évoqué la réouverture prochaine du musée zoologique, donc vous avez une expérience en la matière. Oui, alors je pense mais ça va très vite, parce que je pense qu'aujourd'hui, on repenserait l'ouverture du musée zoologique, on ne l'ouvrirait pas comme on va l'ouvrir dans 2 mois. Ça m'a frappé quand j'ai fait les premières visites de chantier, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la question du tout climatisé, elle va se poser beaucoup plus que ce qu'elle ne se posait. Le musée zoologique, il va réouvrir avec une clim. Si on devait maintenant le repenser, je ne sais pas si on irait jusque-là. Je pense que maintenant, les chantiers de rénovation se confrontent beaucoup plus à la question de l'inertie du bâtiment, qui vont retravailler sur les questions d'isolation, de changement de fenêtres, justement, et ça va de pair avec cette réflexion sur l'élargissement des plages acceptables, que la question que vous souleviez, effectivement, des matériaux de construction, elle est de plus en plus posée.
Et il y a beaucoup d'architectes programmistes qui réfléchissent en ces termes-là pour penser autrement la stabilité climatique de nos bâtiments, en passant pas forcément par des systèmes de clim, mais par voilà, ce que je disais, l'inertie, matériaux, SAS, renouvellement d'air naturel. Enfin, et on avait fait, je crois, dans le cadre du cycle avec plusieurs comités internationaux de l'ICOM, un événement dédié justement à cette question de l'architecture, une architecture plus durable, avec une réflexion poussée aussi sur les méthodes dans certains pays très chauds ou très humides de ventilation naturelle, de construction, qui va reprendre des méthodes dites traditionnelles pour réinterroger ça à l'aune de nos enjeux de transition aujourd'hui, et en fait de vraiment réinterroger nos méthodes habituelles. Alors, j'ai pas d'exemple très précis en tête, mais en tout cas, c'est vraiment une démarche qui aujourd'hui, on pense plus. Aujourd'hui, un musée qui ouvre, on le pense plus comme même il y a 5 ans, on l'imaginait. Ça va très très vite. C'est pour ça qu'on peut avoir des fois des sortes de petits effets déceptifs à l'ouverture de certains bâtiments, en se disant là, on est presque déjà d'une autre époque et on peut faire mieux. Mais pour autant, je pense que c'est pas des freins, c'est-à-dire qu'on peut toujours améliorer, même sur des faits longs, et de voir comment est-ce qu'on peut, sur des clims en place, les couper à certains moments ou les faire aller moins fort ou retravailler sur le renouvellement de l'air. Donc même avec des équipements on pourrait se dire ils sont obsolètes, non, on peut toujours les améliorer. Merci Émilie. Je voulais juste, avant de terminer cette rencontre, juste mentionner une idée qui avait été suggérée par Romain, mais qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, qui était l'idée de créer une certification internationale musée responsable qui agirait sur la visibilité des actions menées par les institutions. J'aime beaucoup cette idée, donc peut-être que ça peut être aussi une idée franco-québécoise pour commencer. Je voudrais remercier à nouveau nos intervenantes et intervenants, Julie Bertrand, Émilie Girard, Caroline Truchon, Romain Nombret et Stéphane Chagnon. Et donc, on donne rendez-vous. Oui, 18h30. Merci à tous et à toutes d'être venus. 18h30, B9. J'ai l'impression d'être au bingo. Bon, alors B9, numéro gagnant, 18h30. Voilà. Merci beaucoup et merci pour votre patience et votre attention. Et bonne fin de journée, bonne fin de salon.